Ce jeune enfant a disparu sans laisser la moindre trace. Ce qui est arrivé à Jonathan ne devrait jamais arriver à qui que ce soit, et encore moins à un enfant de 12 ans. C'était un acte vraiment ignoble. Votre histoire présente tellement de contradictions qu'elle ne donne pas une image très flatteuse de vous. Ce qu'on avait vu pouvait changer le cours de cette enquête. Bonjour mon chéri. Tu as un stylo? Oui, tiens. Merci mon ange. Angela et son fils de 12 ans, Jonathan, attendent Noël avec impatience. Il était très serviable. Il était toujours prêt à donner un coup de main spontanément quand il y en avait besoin. C'était un gentil garçon. On a énormément de photos de son grand sourire. Le plus grand sourire qu'on puisse avoir. Jonathan est récemment retourné auprès de sa mère, après avoir vécu avec sa tante et sa grand-mère. La mère de Jonathan, Angela Davis, avait eu beaucoup de difficultés à s'occuper de Jonathan. Alors la famille avait pris le relais. Jonathan a vécu avec nous pendant 4 ans, de ses 6 ans à ses 11 ans. Pour son anniversaire, Jonathan avait demandé à pouvoir passer Noël avec sa mère. Jonathan avait toujours voulu se rapprocher de sa mère. Comme sa situation le permettait, elle avait pu le reprendre avec elle. Angela a récemment quitté le beau-père de Jonathan, David, et vit depuis chez sa meilleure amie, Sharon. On se retrouve à la soirée de Noël? À plus tard, Sharon. À plus! Ils étaient si bien intégrés au foyer qu'ils avaient l'intention de célébrer Noël tous ensemble. Ils attendaient le réveillon avec impatience. Bon, je pars au travail, mon ange. Surtout, n'ouvre à personne, d'accord? Oui, maman. Voilà le numéro de mon travail au cas où. D'accord. Je t'aime. Bisous, maman. Je t'aime. Angela travaillait comme vendeuse dans un magasin alimentaire. Vers 14 heures, Jonathan a téléphoné au magasin où travaillait Angela. Un collègue lui a répondu et lui a dit qu'ils étaient très occupés et qu'elle n'était pas disponible pour le moment. Jonathan lui a expliqué qu'il y avait une urgence. Voilà pour vous. Joyeux Noël. Un instant, je vous prie. Son collègue a dit à Angela qu'il y avait un problème chez elle et qu'elle devait rappeler Jonathan. D'accord, merci. Angela a donc appelé Jonathan. Elle n'arrivait pas à le joindre. Elle a prévenu ses collègues qu'elle devait s'absenter d'urgence. Elle a essayé d'appeler Jonathan plusieurs fois en chemin. Quand il a enfin décroché, Allô? une étrange voix de femme lui a répondu. Qui est à l'appareil? Je veux parler à Jonathan tout de suite. Est-ce qu'Angela est ta mère? Oui, madame. Angela est ma mère. Angela avait entendu une femme demander à son fils « Est-ce que ta mère s'appelle Angela ?» Et Jonathan avait répondu « Oui, madame, Angela est ma mère. » Eh bien, vous êtes une mauvaise mère. La ligne s'est coupée d'un coup. Elle a commencé à s'affoler.
Jonathan? Jonathan? Elle était paniquée, essayant de comprendre ce qui venait d'arriver. Jonathan? Est-ce qu'on lui jouait un tour? Jonathan? Le téléphone fixe avec lequel la femme parlait à Angela a disparu. Elle demande l'aide de son ex-compagnon, David. David? C'est moi. As-tu des nouvelles de Jonathan? Je le trouve nulle part. Il était en train de boire une bière et était très indifférent. Il croyait que Jonathan faisait simplement une blague à sa mère. Il lui a dit qu'il passerait la voir dès qu'il pourrait. Angela signale la disparition de Jonathan à la police. On a entrepris les recherches aussitôt qu'on a appris que l'enfant avait disparu. Angela a expliqué aux policiers qu'elle a entendu une voix de femme la traiter de mauvaise mère au téléphone et que son fixe a disparu. Ils lui ont répondu que ce n'était pas bon signe. Pouvez-vous nous dire comment Jonathan était habillé? Oui. Il portait un t-shirt beige et un sweat à capuche gris. On avait besoin de photos, de descriptions vestimentaires, de la moindre information pour identifier Jonathan. David, l'ex d'Angela, lui annonce une mauvaise nouvelle. Pardonne-moi, chérie. Je n'ai pas réussi à le retrouver. J'étais assise dans le salon quand ma mère a appelé pour nous demander si on avait vu Jonathan. Je lui ai répondu que non. Pourquoi l'aurait-on vu? Elle m'a dit qu'il avait disparu et qu'elle se demandait si on ne l'avait pas emmené célébrer Noël avec nous. J'avais la boule au ventre et mon souffle était comme coupé. Bonjour, excusez-moi. Mon fils a disparu il y a un moment. Si vous avez la moindre information, n'hésitez pas à nous contacter. Merci et joyeux Noël. Noël était gâché pour Angela et ses proches. Ils cherchaient Jonathan partout et contactaient quiconque était susceptible de les aider. Mon fils a disparu. Si vous avez la moindre information, merci de nous appeler. D'accord. Merci et joyeux Noël. Une brigade de recherche établit sa base dans une église locale. Ils élaborent un plan en délimitant les zones où Jonathan aurait pu aller après sa disparition. Les équipes se rendent sur le terrain, elles fouillent partout et remuent ciel et terre dans l'espoir de retrouver Jonathan. Angela et David sollicitent l'aide des médias. C'est un garçon gentil et joyeux. Il se débrouille bien à l'école et il adore Noël. Surveillez vos enfants de près. Ne les perdez pas de vue. La grand-mère de Jonathan, Mary, arrive avec une piste potentielle. La grand-mère de Jonathan nous a révélé l'identité de son père biologique, Richard Foster. Mary raconte aux policiers un incident passé impliquant Richard et son fils Jonathan. Il nous fallait retrouver son père biologique. Il avait peut-être un rôle à jouer. En arrivant, j'ai été accueilli par le chef de la brigade de recherche. Bonjour. Comment ça se passe? Il m'a répondu, « Brian, ce n'est pas bon signe. Il y a quelque chose qui cloche. »
on s'est dit qu'il fallait interroger la famille. Bonjour à tous. Il a été décidé que David, Angela, la grand-mère et Sharon devaient se rapprocher de la brigade criminelle, loin de la panique médiatique qui commençait à s'installer. Allez au travail. Tandis que la famille est accompagnée au poste de police, Messieurs, l'inspecteur Harris évalue la scène dans la maison de Sharon. tout semblait en ordre et rien n'indiquait qu'un conflit avait eu lieu. Pouvez-vous prendre une photo du téléphone? En examinant la scène, on a vu le socle du fixe, mais aucune trace du téléphone. Où était ce téléphone? Qui s'emparerait d'un fixe autre que quelqu'un qui essaierait de fuir dans la précipitation? Déclenchez une alerte enlèvement pour Jonathan au plus vite. Allez. Maintenant, la première étape de l'enquête étant terminée, il fallait diffuser des descriptions et des photos dans tout le pays. Nous continuons à solliciter l'aide du public. Si vous savez quoi que ce soit, contactez la brigade criminelle. Asseyez-vous là, je vous prie. Les enquêteurs interrogent Mary, la grand-mère de Jonathan, au sujet du père biologique de ce dernier. Il s'appelle Richard Holden Foster. Et il a été incarcéré dans la prison du comté de Harris. Vous pourrez y trouver plus d'informations sur lui. D'accord. Nous en avons appris plus sur l'histoire de la famille de Jonathan Foster. Mary raconte aux enquêteurs l'incident impliquant Jonathan et son père. J'ai entendu Richard et Angela se disputer. Oui. Et ensuite, Jonathan est rentré à la maison en claquant la porte, puis il est allé se cacher derrière moi. Je suis immédiatement allé verrouiller la porte et je lui ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas, mon cœur ?» Richard est alors entré de force, il a attrapé Jonathan et s'est enfui dans les champs avec lui. J'ai appelé la police et ils sont venus constater les faits. La police conclut que Richard était dans son bon droit de partir avec son fils. Il n'a pas été inculpé. Il avait peut-être découvert que Jonathan était retourné vivre chez Angela et ça ne lui plaisait pas. Alors il est venu le chercher et l'a ramené chez lui. Donnez-nous un instant, s'il vous plaît. Du coup, on est parti à la recherche de Richard Foster. D'accord. Maintenant, elle est donc avec David. La conversation porte à présent sur l'ex-mari d'Angela, David Davis. D'accord. Et qu'a-t-elle dit? Elle a dit « Viens me chercher ». Il m'a jeté dans le jacuzzi. Ils en sont venus aux mains. Alors je suis allée la chercher et elle est allée dans un motel. Elle a dit « Je ne veux plus de lui », etc. Mais bien sûr, elle est retournée avec. D'accord. Et le jour suivant, ils se sont mariés. David Davis était obsédé par Angela. Il refusait de la partager avec qui que ce soit, y compris sa mère et son fils. J'ai dit à Jonathan, « Je sais que tu veux retourner avec ta maman. Elle viendra. Mais tu ne peux pas la rejoindre tout de suite. » Richard inventait toujours une excuse pour ne pas l'accompagner. Pas d'argent pour l'essence, la voiture ne démarrait pas. Il n'aimait pas venir car il savait que je l'aimais pas parce qu'il battait ma fille. Mary a beaucoup regretté d'avoir envoyé Jonathan vivre avec Angela et David. Mais elle ne pouvait pas s'occuper du garçon. L'inspecteur Harris interroge Angela au sujet de son ex-mari, David Davis. Parlez-moi de votre relation avec David. Comment ça se passe? Nous nous sommes séparés en novembre dernier. Qu'est-il arrivé? Elle a dit être rentrée chez elle et avoir vu des traces sur Jonathan, indiquant qu'il avait été violemment giflé. C'est ce qui l'a poussé à se séparer de David et à partir avec Jonathan.
Peut-être que David voulait éloigner Jonathan. Je me suis dit, est-ce notre homme? Est-il impliqué? Il y a maintenant 2 suspects principaux. L'ex-mari d'Angela, David, et Richard, le géniteur de Jonathan. La manière dont Angela a décrit la gifle m'a paru particulièrement importante. En revanche, David Davis présentait l'incident sous un angle très différent. Il portait une casquette comme la mienne. Il était à côté de moi après être allé jouer en bas. Les mamans des petites filles avec qui il jouait ont frappé à la porte pour me dire « Il s'est bagarré avec ma fille et lui a blessé le doigt ». Alors je lui ai donné une pichenette et sa casquette est tombée. Je ne l'ai pas giflé au visage, je lui ai juste donné une tape comme ça. Vous parlez de Jonathan? Oui. Je lui ai dit « Ça se fait pas, Jonathan ». Je lui ai donné une tape comme ça. C'est un pleurnichard. Alors il est allé raconter à sa mère que je l'ai giflé. Il a essentiellement admis qu'il avait bel et bien frappé Jonathan. Mais il voulait simplement minimiser la violence de la gifle qu'il lui a donnée. Dites-nous ce qui s'est passé au cours des 2 dernières semaines. D'accord. Bien. Je voulais qu'il me donne la chronologie des événements par écrit. David est interrogé au sujet du jour de la disparition de Jonathan. Vous arrivez chez Sharon et vous ne voyez pas Jonathan, c'est ça? Non. J'étais allé voir Jonathan plus tôt, vers 13h30. Je traînais et je me suis dit, Jonathan ne joue pas dehors, je vais aller le voir, histoire de lui dire bonjour. Alors j'ai frappé à la porte et il a dit, c'est qui? Je lui ai répondu, c'est papa. Il a regardé à l'extérieur pour vérifier et du coup il était tout excité. Il sautait dans tous les sens. David prend le temps de nous expliquer avoir rendu visite à Jonathan. Puis, il nous raconte en détail être allé au magasin acheter un moulin à café pour Noël. Où allez-vous après ça? Je suis allé dans une grande surface. D'accord. Et il n'y en avait pas. Non, en fait, je suis allé au bar, le Catty Corner, pour boire une bière. Êtes-vous réellement allé dans ce magasin? Non. Vous n'étiez pas au magasin? Non, parce qu'il était fermé. Alors comment saviez-vous qu'il n'avait pas de moulin à café dans ce cas? Parce que je m'étais rendu plus tôt pour vérifier. Je voulais pas avouer que j'étais allé boire une bière. Le problème est que vous êtes la dernière personne à l'avoir vu. La dernière personne à avoir vu Jonathan, après avoir quitté son domicile. Ouais. Et vous étiez supposé aller chercher un cadeau, ce que vous n'avez pas fait. Vous vous êtes rendu au bar pour boire à la place. Je suis allé boire à la place. Vous nous mentez et vous nous cachez tous ces petits détails. Pour quelle raison? Pour être franc, j'ai oublié que je m'y étais rendu. Et vous savez... Ça correspond au même moment où vous êtes soi-disant allé acheter un moulin à café au magasin. Votre histoire présente tellement de contradictions qu'elle ne donne pas une image très flatteuse de vous. Oui. On en a parlé. Oui, je sais. Vous comprenez? J'essaie d'être le plus précis possible. Je suis accablé et épuisé par les événements. Peu m'importe que vous soyez précis, je préférerais que vous soyez honnête. Dans ce cas... Vous saisissez la différence, n'est-ce pas? Bien sûr. Très bien. J'étais de plus en plus convaincu que David Davis avait joué un rôle dans la disparition de Jonathan Foster. Je peux encore aller aux toilettes? Allez-y. Est-ce qu'Angela doit rester ou elle peut rentrer? Le jour suivant, David Davis est soumis à un test polygraphique. Les tests polygraphiques ou détecteurs de mensonges analysent le langage corporel. David a accepté de passer ce test. Il n'était pas du tout intimidé. Êtes-vous impliqué dans la disparition de Jonathan? Non. Il y a des méthodes visant à soutirer des réponses plus honnêtes de quelqu'un après qu'il a passé le test. Avez-vous enlevé Jonathan? Non.
Il fallait qu'on lui mette le plus de pression possible. Le détecteur de mensonges est un bon outil pour ça. Étiez-vous présent au moment de l'enlèvement de Jonathan? Non. On a ensuite examiné les résultats du test afin d'ajuster les questions qu'on allait lui poser. Les résultats ne sont pas concluants, mais le comportement de David continue d'éveiller les soupçons des enquêteurs. Les policiers saisissent les données téléphoniques de David et passent au Cathy Corner pour vérifier son alibi. Nous sommes allés vérifier si les informations que David nous avait données confirmaient sa présence au bar. Excusez-moi, est-ce que cette caméra fonctionne? Pouvez-vous me montrer les images de surveillance? Merci. Merci. Bien. Montrez-moi les images du 24 décembre vers 14 h. Le voilà. Les images montraient David au bar buvant non pas un, pas deux, mais plusieurs verres. Il y est resté plusieurs heures avant de repartir. Super. Merci beaucoup. Les enquêteurs analysent les données téléphoniques du portable de David. Les portables fonctionnent grâce aux antennes relais qui couvrent une zone d'environ 5 km. Il est resté sous la même antenne tout le temps, sans bouger. Nous avons réussi à prouver qu'il était au Cathy Corner au moment où Angela appelle Jonathan. Il y est resté jusqu'à environ 15h30, ce que les images de surveillance et les données téléphoniques ont confirmé. Qui était présent au moment de l'enlèvement de Jonathan, si ce n'était pas David? À 300 km de là, à Corsicana, la police a enfin retrouvé le père biologique de Jonathan. Le FBI a pu localiser le père biologique de Jonathan pour l'interroger. Nous avons très vite appris qu'il avait un alibi de taille. La police conclut qu'il n'était pas à Houston le jour de la disparition de Jonathan. Il ne pouvait donc pas être impliqué dans l'enlèvement de Jonathan Foster. À Houston, l'inspecteur Harris interroge Sharon Enamorato, l'amie d'Angela. Asseyez-vous là, je vous prie. Merci. Que s'est-il passé la nuit du 24 décembre? Sharon dit avoir vu son amie Mona. Sharon explique aux policiers qu'elle a invité Mona à une soirée chez elle et qu'elle l'a autorisée à l'y rejoindre directement. Sharon a dit, il y a un jeune garçon à la maison. Il ne te laissera probablement pas entrer. Dis-lui que Tati Sharon est d'accord et qu'il peut m'appeler s'il y a un problème. Selon Sharon, Mona aurait fait cela, mais Jonathan ne l'a pas laissé entrer. Alors elle s'est dit qu'elle reviendrait plus tard. Dites-moi plus sur Mona.
Elle explique qu'elles sont proches, mais qu'elles ne se sont pas vues depuis un long moment. Il fallait qu'on retrouve cette Mona. Elle était la dernière à avoir vu Jonathan Foster. J'habite à environ 30 minutes du centre de Houston. Quand je suis arrivé dans mon allée, j'ai reçu un appel. Inspecteur Harris, je vous écoute. Je crois qu'on a retrouvé le garçon. Mon cœur bat à toute allure. Un passant qui marchait le long d'un fossé dans Houston a découvert des restes calcinés. Il a d'abord cru qu'il s'agissait d'un animal, mais il a réalisé, en se rapprochant, que c'était peut-être des restes humains. Le corps a été trouvé le long d'une route à péage, à moitié caché dans une buse en béton. C'était un jeune garçon du même âge que Jonathan. Il était brûlé et noirci de la tête aux pieds. Les enquêteurs ont prélevé des indices, de la ficelle entre autres. Les mains étaient nouées dans le dos. Même chose pour les chevilles. Des feuilles d'arbres collaient au corps. On a étiqueté les indices pour les envoyer dans les laboratoires d'analyse appropriés. Le corps était tellement carbonisé que le médecin légiste n'a pas réussi à déterminer la cause du décès. Les marques de brûlure sur le corps étaient toutes linéaires. Cela suggérait que quelqu'un avait fait des allers-retours sur le corps avec un chalumeau, jusqu'à ce qu'il soit complètement carbonisé. Il y avait une contusion profonde au niveau de la poitrine, semblable à celle qu'un coup violent aurait laissée. Le profil dentaire de la victime permet de confirmer qu'il s'agit de Jonathan Foster. En tant que mère, devoir annoncer à mes enfants que quelqu'un a pris la vie de leur cousin était probablement l'une des choses les plus déchirantes qu'il m'ait été donné de faire. Je n'ai pas accouché de Jonathan, mais c'était mon enfant. Je l'ai élevé pendant 4 ans. C'était un moment vraiment difficile, un des plus éprouvants que j'ai dû endurer. Et voir le cœur de mes enfants se déchirer comme ça, c'était dur. Près de la scène du crime, se trouvait un parc industriel, un parking, une zone d'herbe et un grand entrepôt. Les inspecteurs ont remarqué qu'il y avait une caméra de surveillance sur le côté du bâtiment, à environ 40 ou 50 mètres de là. Ils se sont rendus dans ce bâtiment pour y visionner les images. Montrez-moi les images du 24 décembre.
On y voyait ce qui semblait être un pick-up gris. Une personne de forte corpulence grimpait à l'arrière du pick-up pour y manipuler une sorte de caisse qu'elle avait fait passer ensuite sur le côté du véhicule. Le suspect s'est baissé lorsqu'une voiture a éclairé la scène avec ses phares. Il s'est ensuite relevé avant de se diriger vers la buse dans laquelle le corps de Jonathan a été trouvé. Ce qui s'est passé dans cette buse s'est produit le 24 décembre à 18h06, peu de temps après la disparition de Jonathan. Il fallait qu'on retrouve ce pick-up gris. Les enquêteurs chargés de retrouver Mona, l'amie de Sharon, ont vu un pick-up gris dans son allée. Il était identique à celui de la vidéo. Inspecteur Miller, bonjour. Pouvez-vous me suivre au poste pour un interrogatoire? Brian et moi avons été appelés spécialement pour interroger Mona. Bonjour Mona. Comment allez-vous? Enchanté. On a procédé à un interrogatoire sans garde à vue. Elle n'était ni en état d'arrestation, ni en garde à vue. Elle était libre de partir quand elle le souhaitait. Vous êtes venu ici seul? Oui, oui. Je voulais apporter mon aide. J'ai rien à cacher. Elle a dit qu'elle trouvait tout cela horrible. Elle nous a expliqué qu'elle était soudeuse, qu'elle bricolait beaucoup. Cette révélation était particulièrement intéressante, d'autant plus que quelqu'un avait utilisé un chalumeau pour brûler le corps de Jonathan. Je ne m'y connais absolument pas dans ce domaine, mais si vous êtes soudeuse, vous devez sûrement avoir un de ces machins. Comment ça s'appelle déjà? C'est une espèce de torche qu'on allume. Un chalumeau coupeur. C'est ça. Où est le vôtre? Chez moi. Où ça, plus précisément? Mes bouteilles d'acétylène sont dans ma salle à manger. Les policiers qui observaient l'interrogatoire se sont immédiatement rendus à son domicile quand elle a dit être en possession d'un chalumeau coupeur. Les autres enquêteurs interrogent Mona sur son passage au domicile de Sharon le jour de la disparition de Jonathan. Vous vous êtes rendu au domicile de Sharon? Oui, j'y suis allé aux alentours de 12h30. Le garçon allait bien. Il a ouvert la porte. Il m'a dit qu'elle était au travail, puis il a fermé la porte. Il n'a pas ouvert grand, alors je ne suis pas entrée. Après ça, j'y suis pas retournée, je suis allée traîner avec Frank. C'est tout. Elle a dit qu'elle était allée boire un coup de 14h à 18h avec un certain Frank. C'est le laps de temps au cours duquel tous les événements autour de la disparition de Jonathan ont eu lieu. Elle s'est donc donné un alibi. Je vais passer un appel. On allait rencontrer Frank pour corroborer sa déclaration. Des policiers sont chargés de retrouver Frank.
Le but était de la coincer en mettant en évidence tous ses mensonges. Il s'agit de votre véhicule. Vous êtes clairement identifié. Maintenant, dites-nous pourquoi vous avez infligé ça à ce petit garçon. Je n'ai pas touché ce garçon. Je ferai jamais de mal à un enfant et certainement pas de la manière que vous décrivez. Jamais. J'ai rien fait. Pas intentionnellement. Et si j'avais eu un accident, j'aurais demandé de l'aide. Je crois que c'est ce que vous avez fait. Vous avez demandé de l'aide en appelant sa maman. Je n'ai pas appelé sa mère. Je ne connais pas son numéro. Mais les choses ont mal tourné. Vous avez paniqué, vous avez déguerpi de là. Je ne connais pas sa mère. Car vous êtes une femme intelligente. Pendant que Mona est interrogée, les policiers arrivent au domicile de Frank pour vérifier son alibi. Frank nous a dit que Mona était bien là pour boire un verre, mais qu'elle est repartie à 14h tapante. Son alibi est tombé à l'eau. Et elle est devenue notre principal suspect. D'autres enquêteurs se sont rendus au domicile de Mona pour voir s'ils pouvaient y trouver plus de preuves. Le chalumeau Cooper était bel et bien à l'endroit qu'elle avait décrit. En fouillant dans ses poubelles, ils ont trouvé des tapis noircis par les flammes. Ils ont trouvé également un manche à balai avec l'extrémité brûlée, ainsi qu'un sweatshirt. Le sweatshirt appartenait à Jonathan. Ils ont trouvé de la ficelle similaire à celle utilisée pour attacher les mains de Jonathan. Ils ont remarqué que les feuilles d'arbres dans la poubelle, celles dans la cour et celles sur la scène du crime étaient identiques. Ces arbres ne poussent pas là où le corps de Jonathan a été retrouvé. En fait, on ne peut pas trouver d'arbres correspondant à ces feuilles dans un rayon de moins de 10 km autour de la scène du crime. Mona, quant à elle, vit à plus de 10 km de ce lieu. C'était des indices de plus permettant d'identifier la personne responsable du meurtre de Jonathan Foster. Confrontée à ces nouvelles preuves, Mona refuse de coopérer davantage. Elle disait avoir la nausée et qu'elle était sur le point de vomir du sang. Selon moi, elle faisait juste des simagrées. Une ambulance est en route pour vous, d'accord? Mais Mona, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Jonathan Foster. Elle encourait la peine capitale ou la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle n'a eu aucune réaction. Un garçon de 12 ans a été brûlé de la tête aux pieds. Mais elle n'a jamais laissé paraître la moindre émotion au cours de cet entretien. Pas une seule. Rien. Le 12 août 2013, Mona Nelson est jugée pour le meurtre de Jonathan Foster. Le jury apprend ce qui, selon la police, est arrivé à Jonathan au réveillon de Noël, après que Mona est venue au domicile de Sharon. Sharon a dit à Mona, « Va chez moi. Il y a un garçon qui s'appelle Jonathan. Il ne te laissera pas entrer. Mais dis-lui que sa tante Sharon t'a donné la permission. » Sharon ne pouvait pas imaginer ce qui se passerait ensuite.
Jonathan a refusé d'ouvrir la porte. Et Mona lui a demandé d'appeler quelqu'un qui connaît le numéro de Sharon. Jonathan a appelé le lieu de travail de sa mère. Le gérant lui a répondu que sa mère était occupée, mais qu'il l'informera de son appel. Angela a prévenu son employeur qu'elle devait partir immédiatement. D'accord, joyeux Noël. Angela a rappelé Jonathan. Allô? Mona a répondu et Angela lui a demandé. Qui est à l'appareil? Elle a dit « Je suis Angela, la mère de Jonathan ». Mona s'est tournée vers Jonathan et a dit « Qui est Angela? Est-ce que c'est ta mère? » Oui, madame. Angela est ma mère. Eh bien, vous êtes une mauvaise mère. et elle a raccroché. Allô? Mona a bu toute la journée. Elle était saoule. Le garçon a refusé de lui ouvrir et ça l'a rendue furieuse. Elle l'a frappé et a commencé à paniquer. Elle l'a attrapé, a pris le fixe avec elle dans son pick-up. Quand ils sont arrivés chez elle, elle a attaché le garçon. Personne n'a su de quoi il est mort, ni pour quelle raison Mona a décidé de mutiler son corps à l'aide d'un chalumeau. J'espère de tout cœur qu'elle a choisi une méthode différente pour le tuer. On ne sait pas si ce sont les flammes qui ont causé sa mort, mais ce serait vraiment un acte abominable de le brûler de cette manière, de le retourner avec un bâton pour continuer à le brûler. Elle s'est débarrassée du tapis sur lequel elle a brûlé Jonathan, du bâton, ainsi que du sweatshirt de Jonathan, en les jetant dans la poubelle. Elle a ensuite pris son petit corps, l'a mis dans une poubelle, qu'elle a placé à l'arrière de son pick-up, et s'est rendue jusqu'à cette buse le long de Hardy Toll Road. La vidéo de Mona et de son pick-up a été la preuve qui nous a permis de conclure cette enquête et d'entamer des poursuites judiciaires. Mona Nelson est reconnue coupable de meurtre et est condamnée à la perpétuité. Le procès a été très émouvant pour Angela et sa famille, mais aussi pour certains des inspecteurs impliqués dans cette affaire. Il n'y avait aucun doute sur le coupable du meurtre de Jonathan Foster. On a ressenti une grande colère quand on a vu les images de Mona près de ce bâtiment, sortant ce bac et se dirigeant vers le fossé en sachant ce qu'elle s'apprêtait à y jeter. Beaucoup de colère, de peine et de questions. Pourquoi? Elle a ôté une vie, elle a commis un meurtre, elle a évité la peine capitale, elle a pris la perpétuité. Je crois qu'elle s'en est trop bien tirée. Elle a continué à vivre sa vie. Chaque année, Noël est supposé être un moment de joie. Mais cela a été gâché pour nous. Parce qu'à chaque Noël, on se rappellera toujours ce qui est arrivé à cette personne, à cet enfant qui nous était cher. Tous les ans, je publie un post sur les réseaux sociaux qui dit
À quoi Jonathan ressemblerait-il aujourd'hui? Quel métier aurait-il choisi? Serait-il marié? Aurait-il des enfants? Mais